Alors bonjour à tous. Fin 19e siècle. Ça fleure bon le jeu romantique. Et la partie que je vais vous montrer, c'est une merveille de jeu romantique, réalisée par un joueur très atypique. Il s'agit de Franklin Knowles Young. Alors qui est Franklin Knowles Young? C'est un bon joueur de l'époque, mais il est surtout connu pour être un des auteurs très atypiques dans sa manière d'écrire. On sait qu'il y a des auteurs de livres d'échecs, de littérature échiquienne, qui sont particulièrement difficiles à traduire, tels Nimzowitsch ou Tartakover, par rapport à leur formulation. Mais ce n'est rien en rapport à Franklin Knowles Young. Vous savez, on dit parfois que la meilleure partie d'un livre, c'est sa préface. Et regardez ce qu'écrit Franklin Knowles Young dans son livre. Depuis quelques années, les joueurs d'échecs m'ont fréquemment demandé d'écrire un petit livre, petit, donnant un langage simple, une méthode claire et facile pour utiliser dans la pratique la théorie du jeu d'échecs exposée dans mes précédents travaux sur le jeu. Alors on pourrait s'attendre justement à un petit kid assez pédagogique, pratique, et voilà comment il s'en sort. Je vais vous lire un extrait de ce livre qui est totalement typique de sa manière d'écrire. C'est pas un extrait isolé. Le développement final et décisif dans le processus de formation d'une grande bataille logistique est la transformation du front de gauche refusé, doublement aligné, en un grand front de gauche refusé, échelonné par le développement du... Et puis il donne des coups. C'est incompréhensible. Du charabia un peu militaire d'ailleurs, parce que bien qu'il n'ait jamais fait de carrière militaire, Franklin Knowles Young avait écrit plusieurs livres de terminologie militaire. Il adorait ça. Il s'en était pas si mal sorti. Mais alors, quand il l'emploie aux échecs, ça devient du charabia. D'ailleurs, il est parodié. Il y a des auteurs échiquiens qui vont imiter son style pour se moquer de lui à l'époque. Allez, on va regarder maintenant sa partie. Parce que sa partie, on va pas se moquer de lui. Regardons. Il a les blancs. Il affronte Eldor. Pas Double d'or, mais Eldor. On est à Boston, en 1892. Et Franklin ouvre avec le pion roi, E4. Normal pour un jeu romantique. Il faut savoir que le jeu romantique qui a précédé le jeu classique, c'est un jeu assez d'attaque offensive, très offensive d'ailleurs dans l'ouverture. On n'hésite pas à sacrifier pour lancer des attaques éclairs. On veut du brillant, de l'éclat. Et donc, l'ouverture du pion roi, ça peut correspondre à ce style de jeu parce que ça permet un développement très rapide du fou et de la dame. Et on implique tout de suite le pion au centre. Donc les noirs jouent E5, la réponse symétrique est là, D4. Bon, j'ai raté tout de suite ma flèche, je viens de faire D3, mais c'est bien sûr D4. Le gambit du centre. En réalité, c'est pas encore un gambit, parce que lorsque les noirs prennent, on est capable de reprendre. Un gambit, c'est un sacrifice de pion, souvent dans l'ouverture. Mais ici, Franklin Knowles Young, pardon, il ne reprend pas en D4. Il va jouer C3. Donc prise en C3, et maintenant fou C4. Il reprend toujours pas, en fait, il laisse prendre en B2. Alors là, le joueur avec les noirs va pas prendre en B2. Il va jouer cavalier F6, mais on peut tout à fait prendre en B2, et les blancs reprennent alors du fou. Les noirs auraient 2 pions de plus, mais les blancs ont une compensation dynamique liée à l'avantage de développement, une paire de fous comme ça, braquée en direction de l'aile roi, un pion central. Et donc c'est pas facile pour les noirs de commencer, j'allais dire d'achever leur développement, mais même de le commencer avec tant de pression sur leur jeu, même s'ils ont 2 pions d'avantage. C'est une lutte entre un avantage statique, un avantage matériel d'un camp, et un avantage dynamique, un avantage de développement de l'autre camp. Donc dans la position, ici, le joueur avec les noirs se refuse à donner trop de développement à Franklin Knowles Young, et il va jouer plutôt cavalier F6 pour attaquer le pion central en E4. Alors on pourrait s'attendre à qu'elle ait prend C3. C'est possible qu'elle ait prend C3. Finalement, les blancs n'auraient comme retard qu'un pion, avec du développement quand même. Mais c'est pas dans l'esprit vraiment romantique, où on n'hésite pas à sacrifier le matériel pour avoir un maximum de développement. C'est vraiment dans cet esprit que vont jouer les blancs. Cavalier F3. Bon, alors là, il y aurait toujours peut-être la prise en B2, mais le coup le plus fort ici pour les noirs serait peut-être de rendre le pion par la poussée en D5. Ça peut paraître étrange, alors c'est pas ce qui a été joué dans la partie. Dans la partie, il a pris en E4. Mais on peut jouer D5 sur une des cases les mieux contrôlées pour les blancs. L'idée, c'est que la dame peut pas reprendre, bien sûr, à cause de la présence du cavalier. Si le fou prend, ça permet au noir d'éliminer le fou, une pièce qui est dangereusement placée dans cette ouverture, qui vise la faiblesse du pion en F7. Et puis sur D5, si c'est le pion qui prend, eh bien ça
obstrue la diagonale du fou, et le pion en D5 est moins dangereux lorsqu'il est en E4 que lorsqu'il est en E4, parce qu'en E4, il a la capacité d'aller en E5 et de chasser le cavalier en F6, tandis que là, le cavalier en F6 est stabilisé, en fait. Vous voyez? Donc, la poussée D5 est un coup assez thématique pour lutter contre le gambit du centre. Et dans ces formations, on a un pion en E4 et un fou en C4 de manière générale. Mais là, cavalier prend E4 a été joué. Petit roc, on voit que les blancs ne soucient pas du matériel, les pions c'est du menu frottin, et les blancs se développent. Le cavalier vient en D6, attaque le fou. Alors on a envie tout de suite de jouer tour 1 échec, mais après tout, le fou pourrait peut-être venir en E7, préparant tout simplement le petit roc. Là, une façon de garder une position prometteuse pour les blancs, c'est de simplement reculer le fou en B3, de le conserver, parce que le cavalier D6 n'est pas si bien placé, il gêne le développement des noirs, il bloque le pion D7, le fou C8 derrière. Mais le joueur romantique est un optimiste radical. Et là, les blancs prennent en C3. Ils laissent le fou traîner, il se développe. Le cavalier B1 n'était pas en jeu, il le met en jeu. Alors, cavalier prend C4, maintenant il y a tour 1 échec, fou E7, on monte à l'assaut, cavalier D5, on attaque 2 fois le fou, donc le roc, si les noirs font roc, ils perdront le fou en fait. Donc cavalier C6 vient défendre le fou, fou G5, on attaque 3 fois ce fou en E7, protégé 3 fois, mais protégé par la reine et le roi, donc ça pose un problème de défense. Donc les noirs jouent F6 pour casser l'attaque du fou, mais cette poussée en F6, elle n'est pas anodine, elle affaiblit les contours du roi noir, la couverture de pion du roi noir. Ça ouvre par exemple cette diagonale et cette diagonale, des diagonales sur lesquelles les blancs pourront œuvrer un peu plus tard. Alors là, un coup intéressant serait de jouer dame C1, de contre-attaquer sur le cavalier en C4, avec l'idée que s'il y a un petit roc futur, si on troque par exemple le fou G5 contre le cavalier en C4, la dame serait bien placée pour attaquer un roi qui aurait fait un petit roc. Mais Franklin Knowles Young, c'est pas dame C1 qui joue, c'est tour C1. Lui, il voit sa tour qui ne joue pas, donc il la met en jeu. Vraiment, toujours dans l'esprit romantique de mettre un maximum de pièces en jeu, et puis on avance, on va de l'avant, on attaque, on va perdre des pions, des pièces sur le chemin, mais le but, c'est le mat. Donc tour C1 est joué. Alors, qu'est-ce que vont jouer les noirs ici? Ils ont joué pion B5. Pion B5. Bon. Si j'avais joué cavalier prend B2, attaquant la dame, on pourrait jouer dame B3, lequel il n'y a pas vraiment de case. Si les noirs prennent le fou, eh bien on pourrait même ici jouer cavalier prend G5. Le cavalier, de toute façon, B2 est enfermé, cavalier prend G5, le fou en E7 est cloué. Et là, l'idée, c'est de se débarrasser du cavalier D5 pour aller en F7 faire mat. Par exemple, cavalier F6 échec pour faire dame F7 mat. Et voyez, pas de petit roc possible, puisque le roi se retrouverait, ce que je vous disais tout à l'heure, dans le vis-à-vis avec la dame, et on pourrait jouer cavalier F6 double échec, échec de la dame, échec du cavalier, donc pas de choix, les noirs ne peuvent pas prendre le cavalier, ils doivent déplacer. Après, c'est thématique du sacrifice, du mat à l'étouffer. Vous devez connaître ce mat, c'est la meilleure collaboration d'un tandem dame et cavalier. Donc là, on a dame G8, pour forcer tour prend, l'obstruction de la case, et cavalier F7, mat à l'étouffer. Mais dans la partie, je vous l'ai dit, tour C1 a été joué et les noirs n'ont pas pris le pion. J'ai raté ma diagonale en B2. J'indiquais qu'après, justement, qu'il prend B2, il y avait dame B3. Les noirs, ici, ils ont joué B5. Et là, incroyable le coup des blancs. Incroyable. Les blancs vont sacrifier la qualité contre le cavalier. Mais ce qui est le plus incroyable, c'est qu'ils le font pour aller ensuite en E5. Ils ne veulent pas que les cavaliers noirs puissent prendre en E5. Donc le cavalier blanc veut... Alors on n'arrête pas de sacrifier avec le blanc alors que le fou est attaqué, on va sacrifier la qualité pour encore donner la pièce en allant en E5 derrière. Sur une des cases bien contrôlée par les noirs en fait. Donc, tour prend C4, pion prend, et cavalier E5. Quelle ardeur au combat. Mais l'artiste romantique doit se transcender.
Il veut du brillant, de l'éclat, éblouir pour rester dans l'immortalité. C'est pour ça qu'on appelle ça d'ailleurs des parties immortelles. Il veut être dans l'éternité en jouant des parties magnifiques. Alors, ici, comment feriez-vous d'ailleurs avec les noirs? Qu'est-ce qu'on prend avec les noirs? On fait cavalier prend cavalier, on fait pion prend fou. Qu'est-ce qu'on prend en fait? Je vous laisse quelques instants pour réfléchir et après, on va découvrir ce que le joueur avec les noirs fait. Il va se tromper. À tout de suite. Alors, vous avez trouvé? Ici, le joueur avec les noirs va donc se tromper. Il va prendre le fou. Et ça, c'est totalement perdant. Maintenant, il rentre dans une position totalement perdante. Il devait prendre le cavalier en E5. Alors pourquoi il ne l'a pas fait? Par exemple, sur pion prend, certainement qu'il a peur de cavalier prend fou, cavalier prend, et tour prend E5 avec le cavalier, la paire du cavalier qui va s'en suivre. Il y a un clouage ici. Mais en fait, les noirs peuvent tout simplement faire fou B7. Accepter de perdre le cavalier finalement. En rendant la dame. Parce que si les blancs viennent attraper le cavalier, les noirs auraient 2 tours et un fou pour compenser la dame, s'il y a des doubles échanges. Et c'est pareil d'ailleurs si, je reviens un petit peu ici, sur cavalier E5, si les noirs prennent pas du pion, s'ils prennent du cavalier, bah c'est pareil, on va faire tour prend, pion prend, mais en réalité, si les blancs prennent en E7, les noirs sacrifient la dame, et on a cette position où les noirs vont jouer avec beaucoup de pièces contre la dame en fait. C'est comme ça que devaient jouer les noirs en fait. Prendre le cavalier, avec le cavalier ou le pion, certainement avec le pion d'ailleurs, et accepter de devoir rendre la dame à un moment donné pour se sortir de la position. Mais là, c'est le fou qui a été pris. Mais il y a un coup qui a échappé bien sûr au joueur avec les noirs. Alors c'est pas dame H5, ça à mon avis ça lui a pas échappé. Dame H5 échec, donc on profite justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, l'avance du pion F7 en F6, vous voyez, a ouvert cette diagonale. Tout à l'heure on avait vu un peu précédemment des attaques de la dame sur cette diagonale, maintenant c'est sur l'autre. Donc on voit que l'avance d'un pion F, c'est toujours critique par rapport à la sécurité d'un roi. Alors bien sûr, le roi peut pas aller en F8 à cause du mat en F7, donc les noirs jouent G6. Et c'est là que je vais vous inviter à proposer le coup qui à coup sûr a échappé au joueur avec les noirs. A tout de suite. Alors, est-ce qu'il vous a échappé ce coup? Bien sûr, on a envie de faire cavalier prend G6. Mais c'est pas le meilleur. Il faut faire précéder ce coup cavalier prend G6 d'un autre coup de cavalier. Cavalier F6 échec. L'idée, c'est de dévier le fou de la colonne E, pour ensuite que le cavalier puisse prendre en G6 avec échec de la tour qui attaque. Bon, déjà, si le fou ne veut pas prendre et que le roi vient en F8, on va mater avec dame H6. Et dans la partie, il y a donc fou prend. Et maintenant, le coup qu'on avait envie de jouer tout à l'heure, cavalier prend G6, arrive avec plus de force, puisque la tour attaque le roi. Et là, on se doit demander, qu'est-ce que font les noirs, en fait? Le problème, c'est que le roi est attaqué, il ne peut pas venir en F8, il y a le cavalier. S'il vient en F7, on pourra prendre la tour, ou peut-être bouger le cavalier en E5 avec des doubles échecs et créer un réseau de maths. Donc les noirs vont mettre la dame en E7. Alors s'ils mettent le fou en E7, cavalier prend, tour échec, roi F8, dame F7 mat. Et s'ils mettent le fou en E5, je ne sais pas, cavalier prend E5 échec, et puis on va avoir de l'attaque, certainement une attaque de mat aussi contre le roi, parce que le roi est obligé de sortir de la position en venant en E7. S'il vient en F8, il y aura encore dame F7 mat. Donc dans la position, les noirs jouent dame E7, et ils veulent rendre la dame, un peu comme les autres variantes que je vous avais montrées, où les noirs arrivaient à donner la dame en échange de beaucoup de pièces. Mais là, ça ne va pas marcher. Tour prend échec. Fou prend. On pourrait faire cavalier prend tour échec, avec une attaque de mat en quelques coups, mais ça manquerait un peu de piment, de saveur, dans le côté pictural de la position finale. Regardez plutôt ce qu'il va faire. Il va jouer cavalier E5 échec. Ça va amener à la même variante, mais en laissant la tour. Roi peut pas aller en F8, on le sait à cause de dame F7 mat, on l'a vu plusieurs fois, donc le roi vient en D8. Et là, on va réaliser la séquence du mat à l'étouffer, que j'avais montré tout à l'heure lorsque
le roi était en G8, qu'il était passé en H8. Là, il va se faire mater en D8. Cavalier F7 échec, donc le roi est obligé d'aller en E8. Cavalier D6, double échec. S'il va en F8, il y a dame F7 mat, donc on va en D8. Le sacrifice d'obstruction pour boucher la case, dame E8. La tour reprend. Et donc, le mat final, cavalier F7. Qu'est-ce que c'est beau cette position de mat final. Les blancs, on se demande comment ils ont réussi à sacrifier toutes leurs pièces. Et regardez le jeu des noirs. Incroyable, ce côté pictural, cette peinture du réseau de mat. Qu'est-ce que c'est beau. Alors bien sûr, le jeu romantique n'est pas exempt de fautes. Il y a quelques tâches, mais c'est la sueur du panache.